Aux abords du Darfour, quand les vautours et les charognards reviennent, plus que n'importe où ailleurs, c'est signe de malheur. Il vient d'y avoir un massacre ici, à moins de 40 km de la frontière côté tchadien. 2 villages, Tioro et Marena, ont été ravagés. Nous venons juste d'arriver et les cendres sont encore chaudes. Nous tombons par hasard sur des hommes en armes. Nous ne savons pas encore qui ils sont. Nous allons être surpris. L'attaque a été ultra-violente. Un véritable carnage. 3 jours après, des dizaines de corps pourrissent toujours au soleil, dans une odeur insoutenable. Qu'est-ce qui s'est passé là, commandant? Ils sont venus en masse. On ne peut pas dire combien ils étaient, mais ils étaient très nombreux. Ils venaient du Soudan, du Darfour en fait. C'était des Janjaouides. Ils ont attaqué par surprise. Certaines personnes des Tchadiens ont été brûlées vives dans leur maison. Ce sont des martyrs. Il y aurait eu plus de 400 morts. Les victimes sont pour la plupart des paysans chasseurs. Certains ont tenté de s'enfuir, d'autres se sont défendus, avec les moyens du bord. Regardez ça. Regardez bien. Des moyens d'un autre âge, des arcs et des flèches contre des kalachnikovs. Essayer de se défendre avec des flèches? Oui. Avec ça, on défend. C'est ça qui est les armes. Ces hommes, armés jusqu'aux dents, en fait ce sont des Toroboros, des milices d'autodéfense tchadiennes. Leur mission en théorie, c'est de protéger les villages et les habitants. Malheureusement, ce jour-là, ils sont arrivés trop tard. On sait peu de choses sur eux, et ce que l'on sait n'est pas vraiment rassurant. En général, ils ne ratent pas une occasion de dépouiller les voyageurs, surtout les Occidentaux, comme nous. S'ils nous épargnent aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'ils veulent nous montrer les massacres des Janjaouides. Ces douilles ont été ramassées sur les lieux des combats. Donc, Vous voyez, ils ont utilisé du gros calibre. Ils avaient des mortiers aussi. Ça, ce sont les douilles laissées par les Janjaouides. Arrive alors un des survivants du massacre. Lui aussi veut témoigner. Il raconte le carnage. C'était vraiment très dur. Un combat inégal et sans pitié. Les Janjaouides sont arrivés tôt le matin, vers 5 heures. Il y avait des gens à la mosquée. Ils voulaient vraiment faire un carnage. Ils cherchaient à nous tuer tous, sans distinction. Moi, je me suis battu avec ce que je pouvais, avec mon arc et des flèches. Avec ça aussi, mon sabre. Des sabres contre des kalachnikovs et des armes lourdes. Depuis 3 jours, des survivants reviennent sur les lieux pour enterrer leurs morts, sans cérémonie. Ils ont commencé d'abord par les femmes et les enfants. Aujourd'hui, c'est le tour des hommes. Parmi les survivants, Ramis, 38 ans. C'est un des chefs du village de Marena. Un homme détruit. Y a-t-il encore de l'espoir pour lui? Il vient d'enterrer la moitié de sa famille. Là, vous voyez, il y a 6 de mes frères. Il y a l'aîné, Ibrahim, le cadet, Mohamed, et il y a les 2 petits, Yaout et Habaka. C'est moi qui les ai tous enterrés. Regardez ça, il y a mon enfant là-dessous. Il s'appelait Saïd. Que Dieu le rame. Venez, je vais vous montrer ma maison. Sa femme et 4 de leurs enfants ont miraculeusement échappé au carnage. Il espère pouvoir les retrouver dans les camps, où il s'apprête à partir. Je vais peut-être pouvoir récupérer cette pauvre boîte. Elle pourra peut-être servir à mes enfants. Enfin, ce qui me reste. À part ça, il n'y a plus rien à sauver. Allez, on s'en va.
C'est foutu ici. Les derniers rescapés s'apprêtent à prendre la route. Ils ont sauvé ceux qu'ils ont pu, autant dire pas grand-chose. Quelques vêtements, 2 ou 3 poulets. L'un des derniers objets que Ramis a pu récupérer, c'est un sac, plein de souvenirs. Vous voyez ça? Ce sont les gris-gris de mon frère. Il y en a plusieurs types. Normalement, ça se porte à la taille. Vous voyez, ça se met comme ça, autour de la taille. Et sur les hanches aussi. C'est pour protéger de quoi? Pourquoi? C'est censé te protéger des balles. Elles rebondissent sur toi. Mais là, ça n'a pas marché. Quand Dieu a décidé, il n'y a rien à faire. Dieu décide. Là, tu vois, sur celui-là, il y a encore le sang de mon frère. Et les meurtriers de son frère, Ramis les connaît. C'est Janjaweed qui, depuis 4 ans, massacre les habitants du Darfour à quelques kilomètres de là. Aujourd'hui, il a peur que ces attaques embrasent toute cette partie du Tchad. Ici, c'est la même chose que ce qui s'est passé au Darfour. On parle du Darfour, mais chez nous aussi, c'est terrible. Il y avait déjà beaucoup de tensions ici. C'est difficile d'y voir clair. On sait même plus qui est avec qui. C'est triste, mais chez nous, ce sera pire. C'est en train d'embraser toutes les ethnies et de faire monter la haine. Hé, toi là-haut, tu peux m'attraper ça? Je te le passe. Tu fais attention, hein, c'est tout ce qui me reste. Peu après, les Toroboros nous emmènent un peu plus loin, à l'extérieur du village. Ils veulent nous montrer d'autres traces des massacres. Et nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de les suivre et de leur faire confiance. Nous espérons mieux comprendre ce qui s'est passé. Venez par là, suivez-nous. Les Toroboros n'ont aucun doute. Pour eux, l'attaque est venue du Darfour voisin. Malgré l'inégalité des combats, certains attaquants se sont fait tuer. À quelques mètres de là, un autre cadavre. Pour eux, cette carcasse de cheval avec son cavalier juste à côté, c'est une preuve. Voilà, ça c'est le Janjaweed avec son cheval. C'est ça, le cheval, et lui c'est tombé ici. Ça c'est le Janjaweed. Les Janjaweed, qui sont-ils? Des miliciens sanguinaires. Leur méthode, c'est la razzia. À cheval ou à dos de chameau, ces nomades, le plus souvent arabes, attaquent les villages et leur population. Ils pillent, volent le bétail et massacrent les habitants. Les voici lancés à plein galop le 9 janvier 2007, jour de la fête nationale du Soudan, à El Génina, une ville du Darfour. Ce sont des images rarissimes. On voit les Janjaweed en pleine démonstration de force. Véritable provocation, ils s'affichent à la vue de tous, entourés de véhicules de l'armée régulière. Et dans le ciel, les hélicoptères de combat soudanais. Cela fait 4 ans qu'ils sévissent au Darfour. C'est le bras armé du gouvernement de Khartoum. Leur mission, nettoyer systématiquement les villages du Darfour, cette région réputée insoumise, qui exige un meilleur partage des richesses. Le pouvoir en place refuse catégoriquement. Depuis plusieurs mois, leurs attaques débordent sur la frontière avec le Tchad, comme le prouvent les massacres que nous avons découverts. Cette vision d'une horde de cavaliers du diable, c'est sans doute la toute dernière image qu'ont emporté les victimes avant de mourir. Yalla. On y va, on y va. Dans les 2 petits villages tchadiens, les Toroboros encadrent maintenant le départ des derniers rescapés. Sur les camions, ces hommes sont comme assommés. Ramis a un curieux sourire aux lèvres.
un sourire de souffrance. J'ai la tête complètement vide. Je ne sais plus quoi penser. Je m'en remets à Dieu. On verra bien ce qu'il décide pour moi et pour nous tous. Alors que les camions prennent la direction de l'ouest, vers les camps de déplacés à une centaine de kilomètres de là, les Toroboros décident de s'arrêter, une nouvelle fois. Les hommes sont en train de creuser une tombe, juste au bord de la route. Ici, une femme est morte d'épuisement. Pour elle, la fuite s'est arrêtée là. Elle n'aura jamais atteint les camps. Pour toute sépulture, un peu de terre et quelques branches. Les Toroboros nous proposent de nous emmener plus loin pour nous montrer d'autres corps. Il est 17 heures. La lumière commence à tomber. Cette fois, nous déclinons leur offre. Nos routes se séparent ici. Eux vont continuer leur patrouille le long de la frontière. Nous décidons de repartir vers l'ouest, en espérant ne pas les recroiser en pleine nuit. Le lendemain, nous faisons route vers les camps de déplacés. Après avoir roulé pendant 5 heures au milieu d'une campagne totalement désertée, nous commençons peu à peu à croiser des hommes et des femmes que la présence des Janjaweed dans la région a fait fuir. « 31 villages ont ainsi été abandonnés. C'est un véritable exode. Pour eux, la fin du calvaire, c'est ici, à Koukou, un camp de déplacés géré par l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Depuis 3 jours, ils affluent par vagues, dans une détresse totale. Des milliers de gens affamés, épuisés. Lorsqu'ils arrivent, ils sont plus démunis que jamais. Alors ici, ils reçoivent une ration de nourriture, une bâche aussi pour se faire un abri, et quelques morceaux de savon. 5 sur 5, envoie ton message. Federica est responsable de la distribution pour Intersos, une organisation humanitaire italienne. Il y a trop de monde, il faut faire plus lentement. Depuis l'arrivée des premiers réfugiés, elle n'arrête pas. Il y a apparemment plus que 9000 personnes qui viennent d'arriver. Ce sont des gens qui ont fui les attaques de Tiro et de Marraine. Cette femme de 45 ans a passé des années en Afghanistan et en Angola. Les catastrophes humanitaires, elle connaît bien. Mais aujourd'hui, elle est frappée par la détresse des nouveaux arrivants. La plupart ont fui sans rien pouvoir emporter. Ils ont tellement rien que pour mettre, ils n'ont pas des récipients. Pour mettre les lentilles qu'ils viennent de recevoir, il utilise le sac de la bâche. Ils sont vraiment venus complètement démunis, sans rien. Amdeloullah, Am Chandel, fait Cham Cham. Parmi les 9000 personnes déplacées arrivées ici en 3 jours, une majorité de femmes et d'enfants. Le sort de beaucoup d'hommes reste inconnu. Certaines femmes sont épuisées après plusieurs jours de marche, sous une chaleur étouffante. Ce matin, on est arrivé ici pour préparer le site sur lequel on avait distribué hier. On a dû transférer une femme qui avait accouché la nuit, ici. Au milieu de ce camp où se montent les cases, une bonne surprise nous attend. Nous retrouvons Ramis, le chef du village de Marena. Il vient de recevoir une bâche de 5 mètres carrés pour se construire un abri. Il est encore en cours d'installation. On va rester ici combien de temps? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rentrer chez nous. C'est vraiment trop dangereux. Tu vois là, ça sera l'abri pour toute ma famille. Par chance, il a pu retrouver le restant de sa famille dans le camp, ceux qui ont survécu au massacre. Là-bas, c'est le vieux. C'est mon père. Lui, c'est la seule personne âgée qui nous reste. On l'a arraché de justesse aux flammes.
Pour lui, il s'en est vraiment fallu de peu. Et voici les 4 enfants qui lui restent. Elle, c'est Zanouba, celui-là, c'est Siddiq, elle, c'est Zahra, et lui, c'est Mahamat. Non, lui, c'est Dadou, tu t'es trompé. Un peu plus loin, les femmes se regroupent autour du point d'eau. Fana, une jeune mère de famille, vient juste de débarquer. Il lui faudra attendre plus de 5 heures pour obtenir un seul seau d'eau. C'est vraiment pas beaucoup là, mais on n'a pas le choix, je rentre. Avec ses 4 enfants, ils devront s'en contenter pour toute la journée. « 19h, la nuit tombe. Les seules sources de lumière désormais dans le camp, ce sont les feux de paille, sur lesquels les femmes préparent un peu de cuisine. Parce qu'elle a raté la distribution alimentaire, Fana a dû quémander quelques poignées de céréales auprès de ses voisins. 300 grammes de sorgho à peine. Pas de quoi nourrir toute la famille. Je mets tout ce que j'ai. Pour ses 4 enfants, dont le plus jeune n'a pas 3 ans, ce sera le seul et unique repas de la journée. Moi, je ne mange pas. Sinon, mes enfants n'auront pas assez pour eux. C'est à cause des Janjaweed, tout ça. Pour les équipes du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, la situation est plus que jamais préoccupante. Le sort de ces milliers de personnes déplacées ces derniers jours est encore très incertain. Les responsables sont plutôt pessimistes quant à l'avenir. Matthew Conway estime que les organisations humanitaires sont à la limite de leur capacité. Si ça continue, ça risque à dépasser nos capacités. On s'inquiète surtout avec la saison de pluie qui va arriver bientôt dans les 2 mois à venir. Si les gens n'arrivent pas à rentrer chez eux pour cultiver leurs champs, ils risquent à perdre toute une saison, toute une récolte. Et puis, on devrait faire face à une situation d'insécurité alimentaire absolument énorme. Si pour les équipes du HCR, la situation est aussi catastrophique, c'est parce que dans la région, il y avait déjà près de 200 000 réfugiés soudanais installés dans différents camps. Poussés par les massacres du Darfour, ils ont afflué ici, au Tchad. Nous sommes dans un de ces camps. Certains vivent là depuis 4 ans. Il y a même une école. Dans la salle de classe, nous ne poserons qu'une seule question. Les journalistes voudraient savoir qui a perdu un membre de sa famille dans les massacres au Darfour. Moi, ils ont tué ma sœur, les Janjaweed. D'abord, ils l'ont violée l'un après l'autre. Ils étaient 5. Ils nous tenaient en joue avec leurs armes. Nous étions tous là, toute la famille, devant la maison. On ne pouvait rien faire. Et puis, ils l'ont emmené à 5 km et ils l'ont abattu. Lui, il a perdu son père. Lui, il a perdu son oncle. Elle, son grand-père. Il a perdu sa sœur. Lui, il a perdu sa sœur et toute sa famille. Une longue liste de morts, interminable, qui ne s'arrête que lorsque toute la classe est debout. Tout le monde. Tout un symbole, celui d'une région entière ravagée. Alors pourquoi cette génération martyre? Pourquoi un tel déchaînement de violence? Difficile d'y voir clair. Le Darfour, c'est une région du Soudan, grande comme la France.
Tout commence en 2003 lorsque des tribus noires africaines demandent plus d'autonomie. Le gouvernement central refuse. Une guerre éclate. Pour mater la rébellion, le Soudan déploie son armée. Et surtout, il donne des armes aux milices sanguinaires, les fameux Janjaweed. Une alliance meurtrière. L'armée bombarde les villages. Les Janjaweed pillent et tuent. Commence alors une véritable catastrophe humanitaire. Les campagnes se vident massivement. Plus de 2 millions de personnes sont jetées sur les routes. Elles finiront parquées dans des camps au Darfour et le long de la frontière au Tchad. Et combien de morts? L'ONU parle de 200 000 victimes. Cette thèse d'un nettoyage ethnique parfaitement orchestré, c'est celle soutenue par la communauté internationale. Le gouvernement soudanais la rejette. C'est une guerre de tribus. Des rebelles appartenant à des tribus spécifiques se battent contre des miliciens appartenant à d'autres tribus spécifiques. Ce sont ces combats entre ces tribus qui ont créé ce chaos. Il existe très peu d'images, très peu de preuves de ces massacres organisés. Et si l'on a si peu d'informations sur le Darfour, c'est tout d'abord parce qu'il est difficile d'y aller. Les journalistes, entrés officiellement, ne voient le plus souvent que ce que le gouvernement veut bien leur montrer. Nous avons décidé de tenter d'y aller clandestinement. Nous remontons vers le nord pour passer la frontière. D'abord, il nous faut traverser des zones infestées de bandes armées. Ici, le danger est partout, invisible, mais bien réel. Les rébellions ici, c'est une zone de rébellion. Ils sont ici. Il y a des Janjaweed un peu aussi ici? Oui, la Janjaweed aussi un peu devant, mais qu'ils perdent les gens qui ne veulent pas rester ici parce que c'est une zone dangereuse. La Janjaweed, peut-être qu'il vient la nuit aussi, qu'il ne connaît pas, il ne peut pas venir ici rester. Tu as peur, toi, ici? Oui, nous aussi, on perd ici, on ne vient pas. Nous arrivons dans le dernier village avant la frontière avec le Soudan. Un endroit désert. Là, notre chauffeur décide de s'arrêter. Il refuse d'aller plus loin, trop risqué. Là-bas, de l'autre côté, c'est le Soudan. Pour y aller, nous tentons alors de prendre contact avec un groupe de rebelles du Darfour. Les tractations vont durer plusieurs heures. Et après une journée d'attente... C'est bon, normalement, dans 30 minutes, ils arrivent. Ils sont là. Comme promis, au bout d'une demi-heure, les rebelles arrivent. Une poignée de jeunes garçons, dont certains n'ont pas 18 ans. Depuis 4 ans, ils résistent tant bien que mal au gouvernement soudanais. Ils nous affirment qu'ils sont en mesure de nous faire entrer clandestinement au Darfour. Seulement voilà, pour franchir la frontière, la seule solution pour nous, c'est de traverser le désert et de le traverser à cheval. Ici, pas de voiture, pas d'essence. Et de toute façon, le moindre véhicule est aussitôt repéré. Vous voyez là-bas? C'est le Soudan. Juste là, on est en train de passer là. Il fait plus de 50 degrés dans le désert. Le plus souvent, nous progressons lentement pour ne pas épuiser les chevaux. À d'autres moments, au contraire, les hommes semblent nerveux. Il faut presser le pas. Il a l'air d'avoir un problème là-bas. Quel problème? Je sais pas, le commandant a l'air vachement angoissé. Allez, allez, on dégage. Je veux pas qu'on reste dans le coin, c'est pas bon ici. Allez, allez, tout le monde, on dégage. On se tire d'ici, même vous, on dégage. Ici, c'est une route gouvernementale. On ne veut pas rester ici, il faut partir. Ok, we go. Go. Les forces gouvernementales et les Janjaweed font régulièrement des incursions. La zone est particulièrement dangereuse.
Le lendemain, après une nuit passée à cheval, nous traversons un premier village. Il est totalement vide. Durant notre trajet, nous en croiserons une dizaine. La plupart d'entre eux semblent avoir été abandonnés, précipitamment. Et puis, nous arrivons à destination. Il nous aura fallu une journée et une nuit pour faire une centaine de kilomètres. Cette montagne s'appelle le Djebel Moon. C'est là qu'est retranché le gros des rebelles qui nous ont fait traverser. C'est la première fois qu'ils reçoivent des journalistes. Ils organisent pour nous une revue des troupes. Ils font partie de l'armée de libération du Soudan, le SLA. C'est l'une des nombreuses factions rebelles qui s'opposent au gouvernement. La résistance au rouleau compresseur soudanais qui, depuis 4 ans, massacre inlassablement les populations. Ils sont au total près d'une centaine de combattants dans le secteur. Des guerriers du désert en guenilles. Certains n'ont même pas d'armes. Leur chef, c'est le commandant Omar Abakar Adam Daoud, 47 ans. C'est un ancien policier, un meneur d'hommes. Il est à la tête de ce groupe d'insurgés depuis 4 ans. Pour lui, ces hommes sont un peu les Robins des Bois du Darfour. Mes hommes et moi, nous sommes là pour défendre les populations. On essaye d'empêcher les massacres. Les montagnes nous permettent de nous cacher et de protéger les gens. On veut que ça s'arrête maintenant, ça suffit. Démonstration de force. Leurs armes, des mitraillettes, des lance-roquettes, souvent volées à l'armée régulière. Mais en réalité, ces hommes ont très peu de munitions. Dans leur rôle de guerrier, ils sont assez peu convaincants. Pour se battre ici, c'est le royaume du système D. Voici d'ailleurs comment ils transforment un 4x4 en automitrailleuse. Vous voyez, ça c'est la cabine de la voiture. Là, on l'a dévissée. Ici, on l'a coupée à la machette. Et hop, on l'a fait sauter. Vous voyez, on a recouvert la voiture de boue. C'est pour être plus discret, parce que le blanc est très visible, même de loin. Quand on met de la boue comme ça sur la peinture, ça fait une sorte de camouflage, et on nous repère moins facilement. Là, on peut mettre une mitrailleuse. Et puis, vous voyez, sans la cabine, on peut mettre plus de guerriers. On en met 15 ou 20, sinon on en mettrait 10, pas plus. Et c'est avec ces moyens de fortune que les rebelles tentent de sécuriser un territoire dévasté. Face aux Janjaweed et à l'armée, les familles fuient sans cesse. Il y a quelques jours, tout un village est venu se mettre sous la protection des rebelles. Après avoir été attaqués, ces hommes ont fui avec femmes et enfants et ceux qui restent de leur troupeau. Ils ont volé notre bétail, tué les nôtres, et encore avant-hier, ils ont tué 7 personnes de chez nous. Les Janjaweed nous pourchassent. Ici, on survit, mais pour l'instant, on n'a rien. Pas de nourriture. Dans le secteur, on essaye de protéger autant de gens que possible. Tant qu'ils restent près de nous, ils sont un peu moins en danger. Ce village a longtemps été abandonné. Depuis que les rebelles y ont installé leur base arrière, les civils commencent aussi à revenir peu à peu. C'est un îlot de survivants. Chaque jour, ils risquent la mort, mais plus que tout, ici au Darfour, c'est leur terre. Alors c'est ici qu'ils veulent vivre. Comme tout le monde, Hassana, cette grand-mère, se débrouille pour rester en vie, loin de tout, oubliée du monde. Ici, les organisations humanitaires ne viennent plus depuis longtemps. J'ai reçu cette bâche il y a très longtemps. Il n'y a qu'à la regarder pour comprendre qu'elle est là depuis longtemps. Maintenant, on se débrouille. On se fait plutôt des toits en paille, quand on peut. C'est vraiment très dur, la vie par ici. On n'est jamais vraiment en sécurité. Et la vie reprend le dessus parfois, tant bien que mal.
Sous son arbre, Ousmane, le vieux professeur, a même improvisé une école pour les enfants. Une école coranique, bien sûr. Au Darfour, il n'y a quasiment que des musulmans. Le vieux Ousmane apprend à ses enfants à réciter les sourates du Coran, mais aussi la tolérance. Sans doute aimerait-il leur faire oublier un peu qu'ici, bourreaux et victimes ont le même Dieu. C'est vraiment dommage de voir ça au Darfour. Ce sont des musulmans qui font cela à d'autres musulmans. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Et franchement, je ne pense pas qu'on pourra revivre ensemble un jour avec les Janjaweed. Eux, les enfants, j'espère qu'ils pourront. Enfin, je ne sais pas. J'espère. La paix au Darfour, un jour, peut-être. Pour le moment, la plupart des jeunes pensent plutôt à continuer le combat. Ces deux garçons, à la sortie du village, n'ont pas 16 ans. Ils ont décidé, ce jour-là, d'aller grossir les rangs de la rébellion. Nous, on va au camp des rebelles, le SLA. On sait que c'est par là. Ce qu'on veut, c'est aller s'entraîner avec eux et les soutenir. Il n'y a que ça comme solution de toute façon. Il faut lutter contre les Janjaweed. Il faut les combattre pour les empêcher de tuer les nôtres encore et encore. C'est pour cela qu'on rejoint le SLA. Au camp de base, nous retrouvons le commandant du Djebel Moon, Adam Daoud. Il tente de réquisitionner des hommes pour nous emmener plus à l'est, vers les zones de tuerie. Mais là-bas, les rebelles ne contrôlent plus vraiment le territoire. La négociation semble difficile. Certains hommes hésitent. C'est trop dangereux. Ceux-là refuseront d'y aller. Nous cherchons des preuves, des traces de ce qui se passe dans la région depuis 4 ans. Les massacres du Darfour, tout le monde en parle, personne ne les voit jamais. Finalement, après 45 minutes de pourparlers, 30 hommes sont réquisitionnés pour cette expédition. Écoutez-moi, soldats. Aujourd'hui, c'est une mission délicate. Il faut qu'on assure la sécurité de qui vous savez, enfin de nos hôtes. On doit se rendre un peu plus à l'est par là. Allez, on y va. Écoutez, soldats, il va falloir être à la hauteur. Vous êtes les combattants du Djebel Moon. Allez, on y va. Je veux être fier de vous. Nos visiteurs sont venus pour parler de notre cause. Soyez des combattants dignes. Parce que leur camion n'a plus de batterie depuis longtemps, les rebelles doivent le pousser pour le mettre en marche. Et puis, avec eux, nous prenons la route. Nous nous enfonçons toujours plus dans le Darfour, comme convenu. Nous quittons la zone sécurisée par le SLA. Très vite, nous croisons encore des villages abandonnés ou brûlés. En moins de 7 km, nous en verrons 4 comme celui-ci. Il y a 3 ans, les habitants ont quitté cet endroit après une attaque de Janjaweed. Allez les gars, on descend. Tout le monde me suit. Le commandant Adam Daoud et ses hommes ont enterré ici 10 villageois. Là, il y a 3 adultes enterrés. Et là, il y a un enfant. Des pierres pour marquer l'emplacement des tombes. Là, il y a un homme. Et là, il y a une femme. C'est une femme ici. Ici, encore un homme. Ici, un homme aussi. C'était il y a plus d'1 an, pourtant il se souvient exactement où sont les corps. Et là-bas aussi, c'est encore une femme. Et puis c'est tout pour ici. Les rebelles nous montrent une dizaine de cimetières sauvages. Et selon eux, les massacres continuent, plus loin.
Mais cette fois, ils refusent de nous y conduire. Pourquoi on ne peut pas y aller là? Pourquoi on n'y va pas? C'est une zone qu'on ne contrôle plus du tout. Si on y va, ils vont forcément vous repérer. Vous risquez de vous faire tuer. Il y a beaucoup de passages. C'est dangereux d'aller là-bas à cause des Janjaweed? Oui, les Janjaweed. Et l'armée. Les Janjaweed et l'armée du Soudan. L'alliance infernale du gouvernement pour vider les campagnes du Darfour. Demi-tour. Nous n'irons pas plus loin. Cette fois-ci, nous ne verrons pas ces charniers à ciel ouvert. Mais il y a 2 ans, en juillet 2005, nous étions déjà entrés au Darfour clandestinement, à 500 km plus au nord. Un autre groupe de l'armée de libération du Soudan nous avait déjà parlé de tueries à grande échelle. Adam est un professeur d'école passé à la rébellion après le massacre de toute sa famille. Il nous emmène vers des collines toutes proches. Il veut absolument nous montrer autre chose. Ces cratères autour d'un village. Un trou de 10 mètres de large par 2 mètres de fond. Et au milieu, ce reste de bombes. Un peu plus loin, cette fois c'est une bombe tout entière qu'il nous montre. Elle n'a pas explosé. Elle pèse au moins 300 kilos. Pour Adam, c'est la preuve que les tueries sont soigneusement orchestrées, au plus haut niveau. Qui a envoyé cette bombe? C'est le gouvernement d'Omar Béchir. Les militaires ont largué cette bombe. C'est les Russes qui l'ont fabriquée. Selon la thèse officielle du gouvernement de Khartoum, les Janjaweed sont les seuls responsables. Ces miliciens, des cavaliers nomades, avec leurs chevaux, peuvent-ils vraiment avoir fait cela? Ça, c'est une preuve. Dans la région, évidemment, seuls des Antonov, les avions de l'armée centrale du Soudan, sont capables d'avoir largué de telles bombes. Il y a donc bien une volonté politique et militaire derrière tout cela. Celle d'Omar Hassan el-Béchir, le président du Soudan. Il craint de voir son pays éclater sous la poussée des mouvements autonomistes. Nous avons tenté à plusieurs reprises de le rencontrer, sans succès. Depuis 4 ans, il orchestre les tueries au Darfour. Et la communauté internationale reste impuissante. Pourquoi l'ONU ne fait-elle rien pour arrêter cette injustice? Tout simplement parce que la Chine s'y oppose. La Chine, premier importateur de pétrole soudanais et protecteur du régime d'Omar el-Béchir. Avec les énormes revenus de son pétrole, le Soudan s'enrichit et achète en masse des armes à Pékin et à Moscou. Et Omar el-Béchir voit les choses en grand. Voici des images de Khartoum tirées d'un film montrant son projet monumental pour la capitale. Une cité de lumière et de gratte-ciels étincelants. Le bilan d'Omar Béchir au Darfour est nettement moins rayonnant. Plus de 200 000 morts, 2 millions de déplacés, la détresse et le chaos. Et depuis plusieurs mois, le conflit touche le Tchad. Les Janjaweed attaquent et s'enfoncent toujours plus loin dans le pays. Retour au sud-est du Tchad. Nous traversons de nouveau les 2 villages massacrés, Tioro et Marena. 10 jours se sont écoulés, il n'y a plus âme qui vive. Quelques kilomètres plus loin, nous tombons une nouvelle fois sur des hommes en armes. Mais cette fois, c'est l'armée régulière tchadienne. La situation s'est largement détériorée dans la région. Il règne un véritable climat de guerre désormais. Un peu partout, des hommes entassés sur des jeeps. Des tanks aussi, et des blindés. Nous partons avec une escouade sur la ligne de front. Hier, de lourds combats ont éclaté. Et les carcasses des véhicules militaires témoignent de la violence des affrontements. On s'est battu au corps à corps parfois. Ça, c'est du 23 mm.
Quand il le faut, on va percuter leur voiture directement avec la nôtre. Là, sur celle-là, on a même récupéré le moteur. Nous ne sommes plus qu'à 1 kilomètre de la frontière. La zone est particulièrement dangereuse. Les militaires s'attendent à de nouveaux combats. C'est pas sécurisé ici. On ne peut pas aller plus loin par là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux? Si certains d'entre eux nous voient de l'autre côté, là-bas du Soudan, peut-être qu'ils vont nous bombarder. Des bombes. Et alors, s'ils nous tirent dessus, il faudra que nous, on leur tire dessus aussi. Et ça va faire encore des problèmes. Ok, allez, on rentre. Ceux contre qui se bat l'armée tchadienne depuis 2 jours, ce sont les Janjaweed, auteurs des massacres des villages. Mais pas seulement. Les cavaliers de l'Apocalypse sont épaulés par des rebelles tchadiens, opposés au régime en place et retranchés au Soudan. Retour au QG de campagne de l'armée tchadienne. Ils veulent nous montrer leur prise de guerre. Fièrement, ils nous désignent des hommes assis par terre en guenilles. Parmi cette dizaine de prisonniers, l'œil hagard, le visage abîmé, difficile de savoir qui est rebelle tchadien et qui est Janjaweed. Pour le colonel Abdoulaye, en tout cas, ce sont eux, les tueurs. Ils ont incendié, brûlé, ils ont pillé, ils ont torturé, ils ont violé toutes les femmes tchadiennes. Et ils ont incendié et transporté toutes les bétails qui se trouvaient à l'extérieur du Tchad. Voilà. Ce sont les vrais chefs Janjaweed. C'est-à-dire qu'ils sont en train de coordonner les 2 actions ensemble. Et c'est eux qui sont les tortionnaires. Ils étaient à Tiro. Ils étaient tous les villages que vous l'avez vu incendiés, ce sont les 2 chefs de secteur. Ça, c'est le premier chef de secteur. Et l'autre, avec les cheveux gros, a été le 2e chef de secteur. C'est eux qui sont en train de coordonner les 2 actions. Les actions rebelles, y compris les actions Janjaweed. Un peu plus loin, dans le camp, des armes lourdes, des mitrailleuses. Autant d'équipements récupérés des mains des prisonniers. Des armes flambant neuves. Et pour les militaires tchadiens, il n'y a pas de doute sur leur origine. Hobby des bitumes de fabrication chinoise. Ça aussi, c'est même plus hobby. Hobby des bitumes. Le bitume, c'est arme chinoise, fabrication chinoise. Donc, doté par soudanais. Ça, c'est 17, donc 17 mm. Tout ça, c'est de l'armement de fabrication chinoise? L'armement, ça aussi, c'est fabrication chinoise. C'est chinois? Ouais. Du matériel de guerre chinois. C'est encore une fois la preuve que le gouvernement de Khartoum arme toutes ses milices, grâce au soutien de la Chine. Avant de partir, nous voulons parler avec les prisonniers. Les militaires tchadiens n'y tiennent pas. Mais nous profitons d'un moment d'inattention des gardiens. Et nous tentons de nous approcher d'eux. Est-ce que vous êtes des Janjaweed? Non. On est tchadiens. On n'est pas des Janjaweed. Nous, on leur a montré la route, mais on n'a pas participé. On est resté là, dans nos montagnes, et on n'est pas des Janjaweed. C'est pas vrai. Je pense qu'on a déjà fini. Presque. Ouais. Bientôt, Hein? bientôt. Bientôt fini. Bientôt Ouais, fini. ouais. C'est tout. Tout ce qu'on a déjà dit. Juste encore, on leur pose encore 1 ou 2 questions qu'on a oubliées tout à l'heure. Et puis, s'il vous plaît, vous pouvez le laisser parler? Quelles questions vous avez posées? Je leur demandais si c'était des Janjaweed. Et ce sont des oui. Ce sont des Janjaweed? Ah, bien sûr. Oui. Mais ils disent qu'ils sont tchadiens. Ah non, ça va. Ça va? C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, d'accord, c'est bon. Aujourd'hui, le conflit est tel qu'avouer être un Janjaweed, c'est se condamner à une mort certaine. Ces hommes sont-ils vraiment des cavaliers du diable, auteurs des massacres du Tchad et du Darfour? Difficile à dire. En tout cas, on ne nous laissera pas le temps d'en savoir plus. Aujourd'hui, cette partie du Tchad sombre dans le chaos.
Les populations subissent le même sort que leurs voisins du Darfour. Des morts par centaines. Des réfugiés par centaines de milliers. Quand cela cessera-t-il? Sera-t-on un jour capable de mettre fin à cette guerre? Pour Ramis, en tout cas, le chef du village de Marena, la vie ne sera plus jamais la même. Cet homme était un père de famille tranquille, un chef de village respecté. Vous voyez tous ces gens? C'est pas leur place ici. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça me révolte de voir ça. Pour lui, maintenant, commence une vie de réfugié, et sans doute pour longtemps. La vie d'une victime innocente, une de plus, dans cette guerre du Darfour.